What I did on my weekend. Donc du coup l'auteur nous dit ce que j'ai fait pendant mon week-end avec sa liste de crafto. Mince, hop. Désolé pour le gros plan de l'Eldar. Hop là, c'est parti. Alors, que va-t-il me raconter? L'époque où la plupart des articles que j'écrivais sur ce site étaient des mises à jour bimensuelles de mes exploits sur les Aeldari est révolue depuis longtemps. Mais comme le nouveau livre est arrivé et que j'ai pu le tester ce week-end, nous en avons à nouveau un bref aperçu pour le plaisir. Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de peinture depuis que le livre est arrivé, voir ci-dessus à propos de l'anneau d'Elden. Ah oui, par rapport à Elden Ring, hein, il y joue, donc il a moins de temps pour 40K. Et je voulais aussi essayer quelque chose de plutôt normal pour avoir une idée de la façon dont le livre se déroule dans le monde réel, avant de m'aventurer trop loin dans le terrier des constructions bizarres et merveilleuses. L'un des points forts du nouveau livre pour moi est que Bieltan, que toutes mes figurines sont peintes, a l'air plutôt cool. Et avec cela à l'esprit et une longue histoire de jeu de Mexdar en 8ème, voici ce que j'ai fait à partir de ma collection. Donc on a un farcir Skyrunner, donc c'est le farcir à moto. On a un autarque Skyrunner, donc c'est l'autarque à moto. On a deux rangers, on a un werewolf net, ok, on a 10 gardiens, on a 10, 16, 22 Dire Avenger. On a 5 scorpions, 5 banshee, on a un warlock en motojet. On a une unité de Shining Spear, on a des Warp Spider, donc des araignées spectrales, un Falcon, 2 Night Spinner et 2 Wave Serpents pour transporter un peu tout ça. Alors il nous dit: le plan de base ici est de mettre l'adversaire sous pression, de l'appâter pour qu'il ait à engager des unités pour riposter, puis de l'anéantir à partir de la frappe profonde, donc du fait d'arriver sur le champ de bataille n'importe où à 9 pouces. La grande unité de Dire Avenger est allée en Webway Strike, donc c'est ça, en frappe en profondeur, à chaque partie, et les Warp Spider et un Falcon remplis d'Avengers les ont généralement rejoints, à l'exception d'une partie tôt où les Banshees y sont allés. Un jeu classique de contre-attaque à Eldari. L'événement auquel j'ai participé était War of the Dark Prince organisé par Twisted Dice, et il s'est plutôt bien déroulé pour moi. J'ai terminé à 5-1, donc 5 victoires, une défaite, et à la 3ème place, derrière le Tau et l'Arlequin en première et 2ème position. Tous deux également à 5 victoires, une défaite. J'ai joué contre Ronde 1, donc il joue contre de la Death Guard. Il nous raconte: une construction assez basse au sol, conçue pour permettre aux Plagueburst Crawlers d'être les cibles de To The Last, bien que ce secondaire n'ait pas été utilisé dans la partie. J'ai commencé très fort, mais j'étais un peu trop confiant et j'ai fait quelques erreurs. Et mon adversaire a été capable de capitaliser avec un pushback. Donc il est bien exécuté. Pushback, en gros, c'est cette capacité où, du fait que votre adversaire est rebondi sur vous, de pouvoir un peu l'enfoncer en retour. Arrivant à cheveux de reprendre la partie, mais elle s'est quand même terminée par une victoire de 85-84. Un début de week-end très agréable et une leçon sur la résistance de l'armée une fois qu'elle est vraiment engagée. C'est-à-dire pas très. Donc voilà, il gagne de justesse malgré sa grosse erreur, donc attention. Ensuite, il joue contre un joueur tyrannide. Crusher Stampede avec un hiérophant ici. Donc le hiérophant, c'est le Titanic volant, il me semble. Ici, j'ai pu utiliser mon nombre d'unités beaucoup plus élevé pour contourner les monstres de Crusher et Doom, plus une quantité massive de tiers pour abattre la grosse bête en quelques tours. Victoire de 94 à 53. Et oui, quand on joue Crusher Stampede avec un hiérophant, il faut s'attendre à ce que si vous tombez contre une armée, c'est complètement all-in, hein. Si vous tombez contre une armée qui est capable de vous la sortir en 2 tours, vous faites plus rien en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu nul de jouer un hiérophant. C'est beaucoup trop all-in. Donc vous pouvez vous permettre, quand vous connaissez la méta locale, on va dire, et que vous savez que personne ne pourra gérer votre hiérophant, donc pour vous simplifier la vie, vous pouvez le jouer. Mais sinon, c'est pas super utile. Alors, Buggy Heavy Blue Dax, c'était donc contre des orques. C'était une partie où nous voulions tous les deux avoir le premier tour, et je l'ai eu, ce qui m'a permis de faire beaucoup de dégâts dès le départ, tout en éliminant ces infiltrateurs. Un énorme swing sur Datascry Salvage, j'ai été capable de maintenir l'élan et d'éliminer les orques de la table, bien que le Death Killa Trike et quelques buggies survivants avaient réussi à éliminer un nombre modéré de mes unités sur un flanc. Mais il n'a jamais été capable de commencer à marquer des points de victoire de manière significative. Donc oui, grosse victoire, 97 à 24. Effectivement, là, ça avait l'air d'être T1 dépendant, et on sait que sur les T1 dépendants, c'est celui qui enlèvera le plus de ressources rapidement à l'autre qui gagne. Alors, il rencontre un joueur tôt, Borkan, avec 2 unités de Broadside et un Hammerhead. Je l'ai affronté en second sur Abandoned Sanctuaries et j'ai été durement touché. Pas assez fort pour que je sois totalement hors jeu, mais définitivement douloureux. Malheureusement, ma contre-attaque du premier tour a un peu foiré et à son deuxième tour, il a été capable d'enlever toute la projection Lockoutser
autour de mon farcière, puis de le détruire avec des missiles intelligents, donc les Smart Missile Systems. Ce qui signifie que même s'il était assez bien encastré à ce moment-là, la partie était terminée. Les attaques profondes, donc ces frappes, ne pouvaient pas faire assez de dégâts pour me garder sur le tableau sans buff, hyper 36 à 95. Il réaffronte un taux cette fois. Donc Borken à nouveau, mais avec une charge que ma liste était un peu mieux équipée pour l'affronter. Et j'ai eu le premier tour. Ah bah tiens, ça aide. Hein. Bien que les dégâts que j'ai faits au départ n'aient pas été spectaculaires, j'ai pu immobiliser une de ses crises Steam et entraver sa mobilité de manière significative, ce qui signifie qu'il était suffisamment sur la défensive lorsque mes gros coups sont arrivés au deuxième tour pour que je puisse le garder enfermé. Il a fait de sérieux dégâts en retour et a pu rester sur le tableau jusqu'à la fin, tout en tuant un nombre important de mes unités. Mais comme j'avais éliminé la plupart de ces unités mobiles dès le début, il n'a jamais été possible de marquer des points de victoire. Donc victoire à lui, 95-49, c'est pareil, c'est un gros différentiel. J'en ai marre de cliquer sur les images, même si elles sont très belles. Oula, je suis où? Je suis là. Craftoral. Round 6. Un vrai Knight et quelques copains eu le tué. Bien que je sois évidemment obligé d'admirer l'utilisation d'une construction aussi majestueuse, sa liste n'était pas en mesure de faire face de manière significative au fait que j'avais des transports pour organiser une contre-attaque ou absorber la puissance de feu, n'avais pas assez d'écran pour bloquer mes attaquants profonds. Enfin ouais, ces attaques profondes, donc ces frappes. Ces arrivées sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine ennemie, de sorte que j'ai été en mesure de rouler progressivement sur l'armée 89 à 55. My takeaway from playing with the list were follow. Donc là, je pense qu'il va résumer un peu ce qui était bien. Voici ce que j'ai retenu de cette liste. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il a retenu de bien sur sa liste. Strand of Fate est absolument génial. Ce n'est pas surprenant, mais sa puissance sur la table, sauf lorsque vous ne lancez pas de 6, ne faites pas ça. Demande vraiment un peu d'habitude. Il est à noter qu'il est devenu particulièrement efficace lorsque le nombre de menaces de l'adversaire était faible ou que j'étais capable d'en déclasser certaines, ce qui est logique. Sinon que quelques gros coups à lancer, alors être capable de réaliser une sauvegarde d'embrayage. Une sauvegarde d'embrayage Clutch save against one of them, ça doit être ça. Contre l'un d'entre eux. Donc ouais, capable de réaliser de bonnes sauvegardes contre l'un d'entre eux. De garantir un gros coup est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ah oui, sauvegarde d'embrayage. C'est avec ces dés de destin, là. S'il arrive à avoir des trucs pour réussir des sauvegardes, c'est ultra fort. Bieltan se sentait bien. Vous pourriez certainement essayer la même liste qu'Ultway pour une invul sur plus de tanks, mais avec les brins comme facteur. Qu'est-ce qu'il appelle les brins? Ah, Strand. Mais avec les dés du destin comme facteur, les relances de coups sur les tanks sont meilleures que les blessures ne le seraient. Cela vous amène de manière fiable à un endroit où vous pouvez dépenser un 5 de bras. Un 5 de dés du destin, et quand vous le faites, il y a moins de variance encore en jeu après. La pierre spirituelle d'Anaslan est également étonnante, car la volonté d'Azurian n'est certainement pas un pouvoir que vous devez lancer à chaque tour. Mais elle a été très utile au moment où j'en avais besoin. Et j'aurais perdu la partie de la garde de la mort, donc de la Death Guard, et j'aurais perdu la partie contre la Death Guard sans pouvoir m'y rabattre quand les choses allaient un peu mal. Wrath of the Shrine était aussi constamment excellent, surtout sur... Et c'est là où il va parler des Warp Spider. Les Warp Spider, mon dieu, vous allez arracher cette unité de mes mains froides et mortes. Est-ce qu'elles mouraient souvent après avoir fait leur travail? Oui. Est-ce qu'elles en valaient quand même la peine? Absolument. Cette quantité de dégâts de Deep Strike dans un espace assez réduit est incroyablement bonne, et c'est ce qui m'a permis d'enfoncer le clou et de prendre la tête à plusieurs occasions. Ça fait très mal, les araignées spectrales. Le Falcon avec Sea Dire Avenger était une unité utilitaire exceptionnelle, garantissant essentiellement un quart pour la Retrieve Nashman Data, tout en offrant une grande flexibilité pour mettre le feu aux poudres ou jouer prudemment selon les besoins. L'option de mettre les Banshees dans le jeu contre le taux, et donc une unité mobile de Crisis est également très pertinente. Alors Retrieve Nashman Data, donc c'est un secondaire, hein, vous devez faire... les 4 quarts de table, si vous en avez fait 2, c'est 4 points, 3 c'est 8 et les 4 c'est 12. Il faut savoir que quand vous le faites, vous devez lancer un dé. En fait, vous devez faire un test. Et vous devez, lorsque vous lancez un dé, avoir un résultat qui est égal ou inférieur au nombre de figurines dans l'unité. Donc c'est pour ça qu'il joue... Salut Hannibal. Donc c'est pour ça en fait qu'il joue des unités de Sea Dire Avenger.
Il en joue 2 même, de d'ailleurs Avenger. Parce que comme ça, si vous lancez le dé, bah, vous devez faire 6 ou moins, et sur un D6, bah, c'est automatiquement réussi. Ce qui fait que, normalement, si en plus votre unité est super OP, enfin non, c'est si elle a le battle roll de troupe, pas forcément si elle est super OP. Tel le battle roll troupe, vous avez un +1 en fait dans l'effectif de votre unité. Ce qui fait que des troupes de 5 réussissent automatiquement le Nashmoon d'attaque. Le Targ de Sunstorm a régné et le messager du destin a largement dépassé mes attentes dans ce contexte. La combinaison de cela, de Strand et de la capacité de l'Autarque à vous permettre de relancer le CP 2 fois par phase signifie que si l'adversaire ne s'engage pas suffisamment à l'éliminer, ne serait-ce que légèrement, il se rend soudain compte qu'il a frappé et raté et vous laisse le contrôle d'un objectif critique fortement recommandé ici. Hop, comment tu vas Hannibal? Les lances du Web Serpent valaient vraiment la peine, ils gâchent tous de l'ast, mais cette liste ne joue pas vraiment pour ça de toute façon. Et je ne pense pas que les perdre pour viser, cela aurait été un bon échange. Oui, non. Puis voilà. Il résume les Banshees en mode are very useful. Les Banshees sont vraiment entièrement utilisables. Useful, ça va être comme ça, mais en gros, elles ont été très fortes. Ce qui est ok dans la liste. Donc il va nous parler des scorpions. Les scorpions étaient bien, mais peut-être un peu moins bien que ce que j'attendais. Les dégâts de l'exarque sont importants, mais ne mettent pas fin à la partie, et j'ai trouvé que les avoir dans l'armée m'obligeait à utiliser le fantasme parfois plus que je ne l'aurais souhaité. Alors le fantasme, le codex Eldari, dans Eldari, voilà, ça c'est les nouvelles règles de l'Autarque, enfin les nouvelles règles, les nouvelles wargears de l'Autarque. Ce fantasme, ça doit être un stratagème, donc je vais aller voir. Alors attends, déjà Bieltan, ça fait quoi? Bieltan, Metal Focus Move, suite 1, 2, 3, ok, c'est qu'il fait forcément au moins 3 durant ses advances ou ses Battle Focus. Et il peut relancer un jet pour toucher quand il tire ou il combat. Ok, donc ça lui fournit quelques petites relances. Et bien, ce qui est pas mal hein, quand on a des tirs. Alors le fantasme. Stratégie. Stratagème, est-ce que c'est un stratagème? Il me semble que c'est un stratagème. En tout cas, ça a le bon nom. Fantasme. 2 points de co. Et ce stratagème au début du premier round de bataille, avant que le premier tour ne commence, sélectionnez jusqu'à 3 unités Azuriania, Harlequin ou Inari. Ok, en fait, c'est le redéploiement. Mais comment ça t'oblige? C'est tellement pété comme stratagème. From your army and redeploy them si la mission blablabla, stratégique réserve, le classique. Comment ça, c'est ok, fantasme, mec? Tellement pété. Chaque fois que vous avez de toute façon un truc de redéploiement avant que le premier tour ne commence, c'est complètement cracked. Alors, les défenseurs gardiens étaient corrects. Je n'ai pas aimé les avoir, mais ils n'étaient pas totalement horribles non plus. Moi, perso, les gardiens, je ne jouerais même pas. Je jouerais que du ranger. Vraiment, le ranger, mangez-en. Mangez-en. Alors, Battle Focus, il trouve ça ok. Non mais... Ça c'est bien une réaction d'Eldar de con, hein. Putain. Ah là là. Ouais, Battle Focus, c'était... Ouais. C'était bien, mais bon. Ah, on dirait ces petits aristocrates de la haute au XVIIIe siècle à te prendre un morceau de gâteau avec 2 doigts et à chipoter pour... Ah mon dieu, il y a un peu trop de glaçage. Ouh là là. Putain. Ah merde. Ah là là. Battle Focus n'était pas si mal que ça. Elle m'a permis d'atteindre des objectifs à quelques reprises, ce qui est une excellente chose pour une capacité. J'ai l'impression que vous devez vous appuyer sur des unités spécifiques pour en tirer le meilleur parti. Ah bon? L'Eldar, il doit s'appuyer sur des unités spécifiques. Ah bon? Ouais, c'est ça, le genre Eldar, il fait ça. Sa petite sucrée, là. Ah bon? Bah, l'Eldar, il doit s'appuyer sur des unités spécifiques? Bah, comment ça? Comment ça, il peut pas jouer comme les Crushers Stampede à spammer des Hierodules? Bah, comment ça? Comment se fait-ce? S'il vous plaît, comment se fait-ce que je doive utiliser des unités spécifiques pour tirer le meilleur parti de mon armée? Oh là là, comment ça je peux pas spammer l'unité OP du moment et rouler sur tout le monde? Quel connard. Bon, les Night Spinners, pareil, les Night Spinners, les Night Spinners, c'est ok. C'est ok. Bon, après, je sais pas combien ils coûtent en vrai, les Night Spinners. Là, je troll un peu, Night Spinners. 140 points! Ça va. Franchement, le Night Spinner, alors attendez, que je vais vous faire un petit rappel de ce que fait le Night Spinner. Hein. Hop, la datasheet, là je suis dans les troupes, c'est du soutien il me semble.
C'est du soutien, c'est du soutien, c'est du soutien. Wave Serpent, Fire Prism, Night Spinner. Night Spinner, endurance 7, 12 PV, save à 3, bouge de 16. Il est équipé d'un Doom Weaver, portée 48 pouces, lourde 2d6, règle blast, peut tirer sans ligne de vue, force 7, PA-2, dégâts 2. Juste pour rappel, pour 135 points en Space Marine, on a un Whirlwind qui fait 2d3 tirs de force 7, PA-1, dégâts 2. On en parle du Night Spinner, qui est seulement 5 points supérieur, pour de la force 7, PA-2, dégâts 2, évite 2d6. On en reparle, et il dit « Ouais, ok, c'est bien, ok. » Ah, j'ai envie de le baffer. J'ai envie de lui mettre des claques. Le Night Spinner était un solide B+. J'imagine tellement avec son petit doigt en l'air, là. Ouais, le Night Spinner, c'est seulement B+. Ah, putain. Pardon, c'est pas seulement un B+, c'est un solide B+. Déjà, c'est dur pour le joueur Eldar, toutes ces unités ne sont pas objectifs sécurisés, tu peux comparer ça avec les nouveaux Hiveguard à 60 points. Ah oui, puis les nouveaux Hiveguard. Donc 60 points, et 60 points, c'est même pas l'empaleur. 60 points... Non, si, pardon, 60 points, c'est le nouvel empaleur. Il a portée 24 pouces, il peut tirer sans ligne de vue seulement si une unité synapse à portée de lien synaptique, donc il doit construire son réseau synapse, hein, et il faut qu'une unité synapse à portée de lien synaptique puisse voir l'unité contre laquelle il souhaite tirer. Et c'est que 24 pouces, déjà, donc une belle réduction de 12 pouces de portée. Et en plus, ce n'est plus force 8, mais c'est force 6. PA-2, dégâts 2. Bon, il ignore toujours, il me semble, le light cover. Et vous avez une unité de 6 figurines à 360 points. Et lourde. Donc ça veut dire que s'il bouge, vu qu'il a infanterie, il a -1 pour toucher. Bon, ok, maintenant il a endurance 6 et 4 points de vie au lieu d'endurance 5 et 3 points de vie, mais le Night Spinner était un solide AB+. Oh putain. Et je pense que dans cette méta, il en faut au moins un. Mais ce n'était certainement pas soudainement la meilleure unité de tous les temps, ou quoi que ce soit. Quoi? Attends! Je pense que dans cette méta, il en faut au moins un, mais il n'était pas certainement la meilleure unité de tous les temps ou quoi que ce soit. Ah, j'ai envie de mettre des claques. J'ai envie de prendre l'Eldar et le baffer là. Paf, 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 paf. Ah, putain. Oh là là. Alors, le mauvais. Alors ça, à la rigueur, il me semble que les Shining Spears sont pas si fous par rapport à ce qu'elles étaient avant en V8. Ça, à la rigueur, je peux lui accorder. Donc les Shiny Spear craignent et étaient facilement le maillon faible de mon armée, ça me brise le cœur mais c'est vrai. Ce métagame leur est absurdement hostile. 3 parties de runner contre des armées où ils sont poussés à dégâts 1, suivi de 2 où ils sont morts avant d'avoir pu faire quoi que ce soit de significatif. Pas génial. Là-dessus, je lui accorde. Je vais aller voir les Shining Spear. Mais il me semble que c'est pas fou. Parce que, ok, vous allez avoir des Shining Spear, bon, qui sont 3 attaques de base, 4 pour le chef. Mais en fait, leur arme de base, qui est la lance laser, là, la laser lance, waouh, j'ai du mal à parler. En phase de tir, c'est portée 6 pouces, assaut 1, force 6. Bon, PA-4 dégâts 2, mais c'est force 6. Qu'est-ce que tu veux tuer avec ça? Ça va blesser les Hiveguard à 4+, bah c'est génial. Out, trop bien. Dégâts 2, bah ok, je prends 2 dégâts. J'ai encore 2 PEV. Il n'y a que la Starlance qui est force 8, PA-4 dégâts 2, mais c'est pareil, c'est 6 pouces et assaut 1. Et derrière en mêlée, c'est force +1. À chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, si le porteur a fait un mouvement de charge, la force de l'attaque est de +3 au lieu de +1. Mais +3, vu qu'il est force 3, l'Eldar, bah, c'est quand même force 6, PA-4 dégâts 2. Donc entre la mêlée et le tir, oui, ça reste nul à chier. Là-dessus, par contre, je vais pas me moquer de lui. Je vais pas me moquer de l'Eldar. Ça reste nul. Mais alors le coup là du Battle Focus, c'est ok. Le Night Spinner, ah, c'est un solide B+. Bah fuck you en fait. Bon, tout cela mis bout à bout, la liste a l'air d'avoir de vraies jambes, étant donné qu'elle n'était pas hyper tunée. Elle m'a semblé beaucoup plus puissante et efficace sur la table que ce à quoi je m'attendais. Et je suis impatient de faire le deuxième round. Sur la base de mes parties et de quelques résultats obtenus ailleurs, voici ce que je prévois pour la prochaine sortie. Alors déjà que le mec effectivement soit parti avec les figurines qu'il avait et qu'il aimait jouer, qu'il fasse quand même 5 victoires, 1 défaite, t'es là tu fais... Il n'y aurait peut-être pas un problème avec le codex si tu peux jouer n'importe comment et être au-dessus de la majorité des codex qui essaient de jouer de manière optimisée. Non, pas de souci. Alors, il va vouloir s'orienter vers, donc toujours en Bieltan,
son farceur Skyrunner, l'Otak Skyrunner, Barot. Ah bon, Barot, ah bon. Bah, il y a un Barot. Ah ouais, Barot c'est fort. Bah, comment ça? Comment ça, Barot, il peut charger, casser la gueule à l'unité qu'il a chargée, et puis pouvoir se barrer avant même de prendre les répliques? Ah ouais. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Comment ça, Barot va être auto-inclus dans toutes les listes? Cloud Strike... quand ce modèle consolide ou fait un Battle Focus mouvement, vous pouvez à la place le retirer du champ de bataille et le setup n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Ah bon? Au moment où ils font son mouvement de consolidation, il peut se barrer. Ah ouais? Ah, ça a l'air fort. Attends, il fait combien d'attaques? Alors déjà, il a 4 tirs à 24 pouces de force 6, PA-2, dégâts 2. À chaque fois qu'il fait une attaque avec cette arme, quand il fait un 6 non modifié pour toucher, il blesse auto. D'accord. Et son arme, du coup, vu qu'il est force 4 de base, son arme, elle est force plus 1, PA-3, dégâts 2, donc force 5. À chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, un jet non modifié de 6 pour toucher score une touche additionnelle. Donc en termes de stats, il va en avoir une en plus. Donc il peut potentiellement faire entre 6 et 7 touches. D'accord. Et Cry of the Wind en aura quand une unité Swooping Hawk est à 6 pouces de ce modèle, on ajoute 2 à la caractéristique. Et il gagne objectif secured. Ouais, ok, bon, ça Osef. Mais d'accord, donc on a un mec qui bouge de 14 pouces, qui va charger. En plus, bon voilà, il a le Battle Focus, tout ça, tout ça. Il va pile-in, il va foutre ses 6 patates dans de l'infanterie, hein, bien sûr, parce qu'il est équipé pour casser de l'infanterie. Et puis il va faire mouvement de consolidation. Hop, je m'enlève. Bah ok. Oui, bah Rod c'est auto-inclus hein, pour moi, c'est nawak. En plus il est jump pack, hein, donc il peut arriver des FEP. Par contre il a pas le droit de rater sa charge, parce que sinon il va se faire mais défoncer la gueule. Bon bref, on a 2 unités de ranger, voilà, il garde toujours ses 10 gardiens, franchement, t'économises 20 points, tu prends une deuxième unité de ranger, tu remets l'équipement de 5 points avec ton WireNet, et puis t'as 3 rangers en WireNet. Le WireNet, hop, je vais vous... Oula, je suis allé un peu trop loin les rangers. Le WireNet, est-ce que c'est... WireNet, c'est une fois par bataille, est sélectionné... alors, une fois par bataille, quand l'unité du porteur est sélectionnée comme la cible d'une charge, vous pouvez sélectionner le porteur pour activer le WireWeaveNet. Si vous le faites, vous lancez un D6 sur un 2+. L'unité qui vous charge déjà va subir des 3 mortels et en plus derrière, jusqu'à la fin de la phase, vous soustrayez 2 au jet de charge de l'unité qui a déclaré la charge sur vous. Là tu fais, comment ça? Comment ça, pour 5 points, vous avez un équipement qui sur 2+, va infliger des 3 mortels à l'unité qui vous charge, et en plus vous allez lui mettre -2 au jet de charge. Comment ça, en Space Marine, avec les incursors, on paye 10 points, donc 2 fois plus. Pour avoir une mine, bon pareil, utilisable qu'une seule fois par bataille. Sur un 2+, on va infliger D3, et si c'est un véhicule qui nous charge, on va infliger 3 mortal flat. Mais comment ça, on paye 2 fois plus cher l'équipement et on fait pas -2 à la charge? Je vous jure que des fois, j'ai envie de baffer les joueurs Eldar. Oh, le Night Speeder, c'est un solide B+. Oh putain, j'en peux plus. Bon, en élite, on a les Dire Avengers, donc ça c'est bien, comme ça ils s'assurent à peu près un Ashmund. Alling Banshee, donc il a viré ses scorpions pour mettre un peu plus de Banshee, et oui, hein, effectivement, les Banshees c'est ultra fort. J'ai quand même une préférence en termes de mécanique de jeu sur le scorpion, mais la Banshee reste très bonne. Il a toujours son Skyrunner, il a son unité de Warp Spider, là il passe à 2 Falcons et non plus un Night Spinner, bah oui, vous comprenez. Le Night Spinner c'est un solide B+. Ah ça, je vais la retenir. C'est un solide B+. Ok, bon, il joue 2 Falcons parce qu'effectivement ça a été efficace avec ses Banshee, enfin c'est d'ailleurs Avenger, parce que c'est aussi un transport de ce que j'ai cru comprendre. C'est une unité de soutien mais qui peut transporter, c'est strong. Ça peut transporter combien de figurines le Falcon? Transport, ouais, effectivement ça peut transporter des figurines. Capacité de 6, ok, de 6 infanterie, donc ouais, bah c'est parfait en fait pour faire le Nashmoon. Et ça coûte combien? Bon, ça coûte quand même 150 points. 150 points, on a quoi? On a un truc qui bouge de 16, endurance 7, 12 PV, sauvegarde à 3. Laissez-moi deviner, est-ce qu'il a une invue? Cloud Strike, preparing a sudden assault, setup on the battlefield, the reinforcement step of your first, second and third movement phase. En fait, c'est un drop pod. C'est un drop pod. Ah, ok, il a pas d'invulnérable. Ok, il n'y a pas d'invue. Any unit embarked within this transport model can immediately disassemble. Ils sont sérieux? Oui, je crachote un peu
En fait, le Falcon, ok. Donc il a ses 6 d'ailleurs Avengers dedans. On est d'accord. Forcément, il va prendre les Retrieve Nash Moon Data. C'est avec 2 Falcons, c'est tellement insane. 2 Falcons, 6 d'ailleurs Avengers. Alors ok, ça lui coûte 72 points plus 150. Ok, ça a quand même un coût. Mais pour 150 points, il a 6 en capacité de transport. Il a endurance 7, 12 points de vie. Et sauvegarde à 3, pas de problème, bouge de 16. Mais en gros, ce qui va se passer, puisque l'unité qui est embarquée peut désembarquer. En fait, ce qui va se passer, c'est T1, il fait venir un Falcon, comme un drop pod, il va désembarquer ses 6 d'ailleurs Avengers, il va dire, bah vas-y, je Nash Moon Data. Ok, premier quart chez l'ennemi, premier quart de table, hein. Parce qu'il n'a pas besoin d'être dans la zone de déploiement, il faut juste qu'il soit à 9 pouces et il sera dans le quart de table ennemi. Après, il faut voir en termes de distance en fonction de la manière dont la zone de déploiement est faite. Par rapport parce que le Nash Moon Data il doit être quand même à plus de 6 pouces d'un quart de table et à 6 pouces du centre de la table. Donc en fonction de la zone de déploiement, ça peut peut-être être un peu relou, notamment la zone de déploiement en marteau et enclume, donc dans la largeur. Mais si c'est en diagonale ou en quart de table, bah, du coup il a un quart de table free. Puis T2 il va faire l'autre Falcon. Il va refaire Nash Moon Data, comme ça c'est bon, il a fait ses 2 Nash Moon Data dans les 2 quarts adverses. Il lui restera à gérer ça sur ses 2 quarts de table à lui, avec ses Rangers, genre. Ok, le Falcon c'est fort. Donc oui, effectivement, par rapport au Night Spinner qui peut pas être un transport, qui ne peut pas faire T1, et pour seulement 10 points de plus, on a un Falcon qui fait, ok. Ok, je comprends pourquoi le Night Spinner est un solide B+. Après, il a 2 Wave Serpent. Le Wave Serpent, est-ce qu'il peut faire la même connerie, ce bâtard? Wave Serpent, Wave Serpent, Wave Serpent, Wave Serpent. Non, il n'a pas le Cloud Strike. Heureusement. Mais il peut transporter 12 filles. Ok. Ok. Hop, on va lire un peu ce qu'il dit. Ce que je retiens, c'est qu'un deuxième Falcon aurait été d'une grande aide lors du premier match contre les Tau, et comme il s'agit très certainement du match le plus difficile, c'est quelque chose à valoriser très fortement. Avec un deuxième Falcon, je pense que laisser tomber les Scorpions a du sens. Les Banshees sont une menace assez polyvalente et menacent spécifiquement les joueurs Tau sus-mentionnés. En tant que contrepoids, donc une deuxième unité est utile. Je veux des Mirror Sword sur les deux. Le fait de ne pas avoir le modèle est la seule raison pour laquelle je ne les ai pas pris cette fois-ci. Et pour être sûr que la seconde unité ait un peu plus de punch sans Piercing Strike, j'avais empilé 2 fois quelques mortels avec Crown Scream et Nerve Shredding Strike. Ce dernier étant également utile pour sa meilleure stat line. La morsure de l'araignée reste la deuxième relique d'aspect. Elle n'est apparue qu'une seule fois au cours de mes parties du week-end, mais cette fois-là, c'était un exarque araignée qui mettait le seigneur de guerre de mon adversaire à la poubelle. Donc je suis prêt à lui donner une deuxième chance quand je veux. Aussi la crème d'ombre. Crème d'ombre, c'est Crown Scream. Ok. Là, il y a la photo de Barot, donc je présume qu'il va en parler. Alors, c'est un solide B+, Barot aussi. L'autre changement notable est l'introduction de Barot à la place des lances. La principale chose que je retirais de ces dernières était de pouvoir les balancer sur un objectif et de rester là à absorber la puissance de feu. Et Barot, c'est encore meilleur pour cela. Tout en ramenant une partie de la puissance de feu d'attrition que la paire d'un Night Spinner donne, le fait que les Tau ne puissent pas le faire disparaître d'un point en un seul tour avec des missiles intelligents semble être une bonne chose pour moi. Et il semble être bon en général. J'aime aussi le fait qu'il puisse lever haut les bannières. J'ai eu quelques parties où j'ai voulu considérer ce secondaire. Mais j'ai senti que je ne pouvais pas le justifier face au feu indirect ennemi. Barot est utile pour cela et c'est en général un autre excellent modèle de ruse avec lequel vous pouvez jouer. Donc il est retenu pour la prochaine sortie. Je ferai bien sûr un compte-rendu des tests sur le terrain. Voilà, je serais curieux de voir s'il note comme un solide B+, Barot. Alors, j'ai mon logiciel qui patine. Donc, wrap-up, c'est tout pour une autre semaine, et il semble que nous aurons beaucoup plus à parler la prochaine fois, avec une bonne dispersion des GT à travers le monde à couvrir. Cela nous donnera l'occasion de nous préparer pour le week-end exceptionnel des 26 et 27 septembre, où nous aurons des super majors des deux côtés de l'étang. L'étang? Ah, ça doit être du côté de Détroit, je pense. Side of the Pond. Ah non, avec... Ah, de l'étang de l'Atlantique, je pense, parce que s'il parle des UK, de Manchester... Avec l'événement UKTC de Manchester ici et l'Adepticon aux États-Unis, beaucoup de choses à attendre, alors
À bientôt dans les prochaines éditions. Commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com. Et comme d'habitude, je laisse toujours cette phrase de fin parce que le site est excellent. Ils font de très bons articles. Même si les Night Spinners sont un solide B+, je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas peur de l'anglais, à prendre connaissance de leurs articles qui sont vraiment une mine d'informations